Ce soir, à l'émission, l'élection sans opposition, une tendance nouvelle ou pas? C'est un phénomène qui est de plus important pour les petites villes, particulièrement les villes de 5000 habitants et moins. Et l'antenne de montagne du REM profitera aux usagers et aux commerçants. Je voyais aussi une belle opportunité en lien avec le REM, avec l'arrivée du REM, d'avoir ce genre de service-là à peu près 500 mètres à pied de la station. En entrevue, je reçois la nouvelle mairesse de Mirabel, Roxane Terrien. Je pense que notre énergie s'est dégagée au-delà des plateformes, dans le porte-à-porte. On était une équipe très dynamique. Je m'entretiens également avec Amélie Girard et Lynn Beauvillier qui nous parlent du mois de l'économie sociale. C'est vraiment la campagne qu'on a co-créée avec la MRC Thérèse de Bainville pour permettre de faire rayonner davantage les entreprises d'économie sociale du territoire. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous apprend qu'on peut prévenir les chutes ou encore les contrôler. Il faut savoir qu'une personne âgée qui chute l'hiver sur la glace ou dans sa maison, les conséquences sont énormes. Bienvenue à Accès local. Mercredi 5 novembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, hier on a fait le tour des résultats des élections du 2 novembre, mais depuis un mois, il y a certaines villes qui ont déjà leurs représentants puisqu'il y a eu une série d'élections sans opposition. Tout à fait, 8 villes dans les Basses-Laurentides qui ont maintenant à leur tête un maire ou une mairesse qui ont été élus par acclamation. Dans certains cas, des élections se sont quand même tenues le 2 novembre pour élire les conseillers municipaux. Alors dans ces villes, il y a Deux-Montagnes qui a réélu le maire sortant Denis Martin en poste depuis 2013. Aux dernières élections aussi, il était le seul candidat à s'être présenté à la mairie. Même chose à Saint-Joseph-du-Lac, la municipalité voisine avec le maire Benoît Proulx, aussi en place depuis 2013 et dont les 2 dernières élections ont été gagnées par acclamation. Si on se déplace vers Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, mairesse depuis 2021, a aussi gagné son mandat sans opposition. Il y a eu élection par acclamation ou sans opposition à Saint-Eustache, mais on a tout de même un nouveau maire. Oui, tout à fait, parce que le maire sortant, Pierre Charron, a pris sa retraite. C'est donc le successeur de son parti Option Saint-Eustache, Marc Lamarre, qui a pris sa place faute d'opposants politiques. Il sera assermenté le 13 novembre prochain. À Saint-Placide, Denis Lavigne, élu en 2021, reste aussi en poste. D'accord. Bon, si on va vers le nord, maintenant, Xavier-Antoine Lalande, qui est préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord, a été aussi réélu sans opposition dans sa ville. Tout à fait, à Saint-Colomban, donc, dont il est le maire depuis 2017. Ces 2 dernières élections ont été gagnées sans opposition. À Sainte-Sophie, Guy Lamotte, élu en 2021, a aussi été réélu par acclamation. Selon lui, c'est la preuve de la satisfaction des Sophiens et des Sophiennes. On peut l'écouter. C'est une fierté, c'est une satisfaction du travail qu'on a fait pendant les 4 dernières années. Donc, je suis bien fier que la population me donne une confiance comme ça pour les 4 prochaines années. Clara, il y a plusieurs personnes qui se demandent ça. Est-ce que les élections par acclamation, c'est un phénomène qui va en s'accentuant? Pas vraiment. Pour le moment, depuis 2005, le taux d'élection par acclamation est plutôt stable et tourne autour de 50 % des postes en liste, que ce soit les maires ou des conseillers, qui sont remplis sans vote cette année. Comme on le disait, donc 8 maires et mairesses ont été élus sans opposition. Dans les Basses-Laurentides, aux dernières élections, c'était plutôt 7, mais bon, ça se ressemble quand même. On écoute à ce sujet Ève Bourgeois, qui est professeure adjointe au département des sciences politiques de l'Université Laval. C'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est de plus important pour les petites villes, particulièrement les villes de 5000 habitants et moins. Et ironiquement, c'est aussi dans les plus petites villes qu'il y a le plus haut taux de participation. Et à quoi on attribue ce manque de candidatures, justement? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont soulevés par les experts. Par exemple, l'apathie des citoyens envers la gouvernance municipale, la lourde charge de travail et les petits salaires associés à ces postes, particulièrement dans les petites villes. Le malaise aussi de se présenter contre quelqu'un qu'on connaît, justement, dans les plus petites municipalités. Le manque de reconnaissance du travail des élus et l'impression que la politique, ce n'est pas fait pour soi. Ce sont aussi des raisons qui peuvent entrer en compte. Plus récemment, dans le discours public, on parle de la conciliation travail-famille et de la crainte de l'intimidation qui peuvent être des freins à se lancer en politique. Malgré tout ça, Ève Bourgeois ne voit pas le taux d'élection par acclamation comme une menace pour l'exercice démocratique. Ça peut aussi tout simplement démontrer que dans les petites villes, le palier municipal agit vraiment comme gouvernement de proximité. On peut l'écouter. Dans des plus petites communautés, avoir accès aux élus, c'est plus facile. Donc, potentiellement faire entendre sa voix,
amener des problèmes ou des solutions peut être plus facile que dans des grandes villes. Et donc, le besoin de se représenter soi-même peut être plus faible si on a un meilleur accès, justement, aux élus qui nous représentent. Et voilà, Claude, c'est ce qui fait le tour des résultats électoraux dans notre région des Basses-Laurentides. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'antenne de Montagne du Rennes. À plus tard, Claude. La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, et la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lancent la période de mise en candidature pour le concours Chapeau les filles et son volet Excel Sciences. Depuis maintenant 30 ans, ce concours permet de mettre en lumière les femmes qui choisissent d'étudier dans des domaines traditionnellement masculins. Il vise plus particulièrement à encourager la diversité des choix de carrière des femmes et la persévérance jusqu'à l'obtention du diplôme. La Ville de Sainte-Thérèse informe la population qu'elle entreprendra des travaux majeurs à sa station de purification de l'eau potable à compter du mardi 11 novembre. Ces travaux, qui s'échelonneront jusqu'au début du mois de décembre, consistent à l'installation d'une nouvelle vanne d'isolement sur une conduite principale de distribution, ce qui favorisera une meilleure résilience du réseau. Bien qu'aucun impact ne soit à prévoir pour les citoyennes et les citoyens dans leur utilisation quotidienne de l'eau potable, la Ville recommande à la population de constituer dès maintenant des réserves d'eau potable pour subvenir à ses besoins pendant 24 heures, soit 2 litres d'eau par personne, sans oublier les animaux domestiques. Avec une récolte de 57% des voix exprimées le dimanche 2 novembre, la chef du parti Mirabel Uni, Roxane Terrien, devient la toute première mairesse de l'histoire de cette municipalité. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Madame Terrien. Bonsoir. Bon, j'aurais pu mentionner aussi que vous étiez la première femme à briguer la mairie à Mirabel. D'abord, félicitations pour cette victoire. Comment vous accueillez le verdict? Bien, je suis étonnée, bien évidemment. Oui, je m'attendais à une course quand même serrée, donc je suis vraiment très, très heureuse, mais je le prends avec beaucoup d'humilité aussi. Oui. On a gagné ça en équipe, là. Tout à fait. Bien, justement, il n'y a pas d'équivoque quant à votre élection avec les chiffres là, que vous avez remportés, mais ça a été un peu plus serré dans certains districts. Il y a eu de très courtes avances. Il y a 2 élus qui proviennent de 2 équipes différentes. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, pencher globalement la balance en votre faveur? Bien, écoutez, je pense qu'on a fait vraiment une campagne extrêmement positive. Je pense que notre énergie s'est dégagée au-delà des plateformes, dans le porte-à-porte. On était une équipe très dynamique. Je pense que ça l'a paru à travers tout ça. Justement, Mirabel unie. On était une équipe très, très unie, des gens de cœur avec les mêmes valeurs. Je pense que c'est ça qui est allé chercher les citoyens et citoyennes de Mirabel. En parcourant votre plateforme, je note qu'il y a beaucoup d'éléments qui concernent la dimension agricole de Mirabel, ce qui est pas du tout étonnant, dont l'implantation d'un bureau de l'agriculture. Quel en serait le rôle? Bien, en fait, c'est vraiment d'être le lien direct entre la ville et les agriculteurs, puis aussi de leur apporter un soutien concret. Donc, par exemple, au niveau des financements, au niveau de la paperasse, ils sont submergés par la paperasse. Vraiment d'aller chercher leurs besoins et de les amener concrètement à la ville. Je pense qu'une communication sérieuse entre nous, c'est un besoin. Ils nous l'ont martelé en campagne électorale et c'est prioritaire pour moi, là. Justement, c'est notre garde-manger. C'est des gens extrêmement importants pour Mirabel. Et avec le bureau de l'agriculture, à même notre Mirabel économique, je pense que c'est quelque chose qui va être primordial là, pour Mirabel. Mirabel, bon, c'est l'agriculture, c'est aussi l'aéronautique. Hein? Oui. Vous avez certaines ambitions à ce niveau-là, dont celui de faire rayonner la ville à l'international. Comment vous allez y parvenir? Bien, on a un pôle d'innovation quand même important présentement et il n'est pas assez développé selon moi. Donc, d'aller sur la sphère internationale, ça va être quelque chose qu'on va essayer de faire de plus en plus à Mirabel. On a tout pour réussir. On a beaucoup, beaucoup de territoires qui peut accueillir ça. Tu sais, l'aéroport de Mirabel a tout pour faire un gros pôle aéronautique important. Donc, on va aller rivaliser. On reste dans la technologie. Vous parlez aussi d'améliorer la couverture du réseau cellulaire et de l'Internet. Il y a des problèmes à ce niveau-là à Mirabel? Oui, en fait, on l'a vécu tellement en campagne électorale, juste en se promenant d'un secteur à l'autre, on perdait toute communication. Et quand on allait aux portes et qu'on disait ça aux gens, les yeux s'illuminaient. Vous allez faire ça? Eh oui, on va essayer de travailler ça fort. Parce que nous aussi, on le subit, là, on l'a vu à travers cette campagne-là. Il y a des secteurs plus affectés que d'autres,
Mais oui, c'est un problème qu'on va essayer de régler le plus rapidement possible. Mirabel se développe par ailleurs sur le plan résidentiel. Le territoire est vaste. Il y a des enjeux de sécurité. Vous en avez parlé durant la campagne. Sur le plan des effectifs policiers, notamment, est-ce que vous en avez assez des policiers? Je crois pas, non. Donc, on veut augmenter nos effectifs policiers, mais vous savez, la sécurité ne tourne pas juste autour de la police. Il y a de la sécurité dans les rues. Il faut sensibiliser, bien évidemment, et toujours la population. Mais il y a des mesures qu'on veut mettre en place, par exemple, au printemps prochain, des mesures d'atténuation concrètes dans les rues résidentielles. Ça peut être des plateformes piétonnières surélevées, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a du lignage maintenant qui se fait en Europe, qu'on a vu des beaux exemples, même on dit des gros pots de fleurs dans les rues qui peuvent diminuer la vitesse. Donc, oui, on va mettre un plan de mesure de sécurité. C'est quelque chose qui est ressorti énormément dans la campagne électorale. C'est le premier point qui est ressorti, en fait. L'une de vos priorités, c'est aussi d'être à l'écoute des citoyens. Je vous en parle parce que c'est un engagement qui revient continuellement dans toutes les campagnes. C'est pas seulement qu'à Mirabel, dans toutes les villes. En même temps qu'on entend beaucoup les citoyens se plaindre d'un manque d'écoute de la part des élus. Alors, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour satisfaire tout le monde, si c'est possible de le faire? Bon. Bien évidemment, ça sera jamais possible de le faire, on s'entend, de plaire à tout le monde. Mais l'écoute, c'est la base. Quand on écoute, on se trompe rarement. Quand on écoute une majorité, bien évidemment. On ne travaille pas que pour un citoyen, on travaille pour la collectivité. Donc, quand on écoute ce qui se passe, c'est sûr qu'on s'en va sur la bonne voie. Comment on peut mettre en place des solutions pour avoir un contact direct avec le citoyen? Bien, justement, de mettre en place des séances du conseil plus accessibles, de vulgariser, en fait, nos séances du conseil au lieu que ça soit trop dictatoriel, et aussi de mettre en place des plateformes de consultation citoyenne. D'accord. Écoutez, j'ai pu constater que votre feuille de route des 100 premiers jours est amplement garnie. Je vous laisse aller faire votre boulot, Roxane Therrien, mairesse de Mirabel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Plus de 200 personnes issues de 75 organismes, membres du regroupement des organismes communautaires des Laurentides, se sont rassemblés pour un congrès d'orientation les 21 et 22 octobre dernier dans le cadre de la Semaine de l'Action communautaire autonome. Ce congrès avait pour but de définir des orientations porteuses de sens pour le mouvement communautaire laurentien dans un contexte politique en grande évolution. Revenu Québec annonce que Valérie Simard-Blais, résidente de Saint-Jérôme, a été condamnée à payer des amendes totalisant plus de 115 000 $ en lien avec des infractions aux lois fiscales, en plus d'écoper d'une peine d'emprisonnement de 90 jours. La femme de 36 ans a reçu sa sentence le 8 octobre dernier au palais de justice de Saint-Jérôme, après avoir plaidé coupable à 7 chefs d'accusation. Madame Simard-Blais exploitait une entreprise individuelle dans le secteur de la comptabilité et de la tenue de livre. Les noms d'entreprises utilisés étaient Gestion Blais, Impôts Blais et Comptabilité Blais. Avez-vous peur de tomber? Eh bien, sachez qu'on peut prévenir les chutes ou encore les contrôler, ce dont Maude Pilon-Bernier nous parle dans le reportage qui suit. Patrick, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, quel événement se passe à l'intérieur de ton dojo? Bien, on a commencé à faire une nouvelle offre de service pour les aînés. On leur fait pas faire du judo, on leur apprend à tomber. Fait que ça peut paraître drôle pour les gens, mais c'est un cours qui a été développé par Judo Québec. Donc, une méthode pour travailler avec les aînés. On les fait bouger, mais le prétexte, c'est aussi de leur apprendre à tomber. Parce que faut savoir qu'une personne âgée qui chute l'hiver sur la glace ou dans sa maison, les conséquences sont énormes. Puis les conséquences sont énormes sur son espérance de vie. Une fracture de hanche, pour une personne âgée, c'est souvent, malheureusement, le début de la fin. Donc, on pense que c'est une belle offre de service. L'objectif, c'est d'apprendre à ces gens-là à remarcher comme il faut, puis à faire des gestes, de ne pas tomber en pleine face, de ne pas tomber sur le crâne en arrière quand on fait une chute arrière. Donc, il y a des exercices à faire et ça devient un réflexe naturel. Donc, à ce moment-là, notre objectif, c'est d'arriver à ce réflexe-là et à savoir comment se déplacer, comment être habile dans sa vie quotidienne
et ils peuvent apprendre à faire des exercices même chez eux. Il faut savoir qu'en judo, le sport du judo, c'est un sport où on tombe. On fait tomber ou on tombe. C'est 50-50. Fait que pour nous, c'est naturel de tomber et de se relever. Ce qui n'est pas le cas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, un judoka qui était prof à l'Université de Sherbrooke en éducation physique, qui a développé, lui, par des recherches assez intéressantes, une méthode pour l'apprentissage des chutes. Ça fait des années, il a écrit 2 livres. Et puis là, il y a des clubs, ils donnent des formations. Abdel, qui est ici notre formateur, qui est un coach chez nous, a suivi la formation. Puis en même temps, aussi un prétexte pour faire bouger les aînés. Au-delà du cours, là, c'est un prétexte à faire bouger. Alors, la question, pourquoi avoir choisi de participer à un cours de chute? Pourquoi? Parce que je l'ai vu annoncé dans la FADOC des Laurentides. Et au mois de septembre, j'ai commencé un club de marche et j'ai tombé. Que les personnes de 50 ans et plus, le premier problème, c'est qu'on se laisse traîner les pieds. Donc, à partir de là, vous avez décidé de prendre action. C'est ça qui est arrivé parce que j'avais besoin d'un support, de l'aide, des conseils. C'est pour ça que je me suis inscrite ici. Fait que j'aime ça. On a approché la FADOC régionale, la FADOC Laurentide, pour qu'eux deviennent un peu des émissaires auprès des clubs FADOC. Il y a eu M. Benoît Séguin qui a développé cette méthode-là, a donné une conférence lors des rencontres des clubs FADOC, puis là, ça a ouvert les horizons. Mais j'ai toujours pensé que la journée que ça allait partir, à un moment donné, Abdel ne pourra pas fournir parce qu'il y aura trop de demandes. Parce que c'est vraiment une activité chouette. Puis à un moment donné, il va y avoir du bouche à oreille. Ces aînés-là vont en parler à d'autres aînés. Puis à un moment donné, la demande va être là. J'en suis convaincu. Ça me touche parce que j'ai 73 ans quand même. Bravo! J'ai 73 ans et puis je fais des chutes encore, je tombe, je m'amuse avec les enfants, je m'amuse avec les adultes. Et j'enseigne le judo toujours. C'est mon objectif. C'est que on vieillit, oui, mais il faut être actif. Puis pas actif juste dans un centre ou dans un... on peut être actif même chez nous. Il y a une chaise, il y a un ballon qu'on peut acheter, il y a pas mal d'exercices que je fais, puis les gens, ils peuvent le faire chez eux. Ce cours-là, nous, on pense même éventuellement l'offrir aux écoles. Parce que quand tu as 8 ans, c'est chouette de savoir tomber. Peut-être que les conséquences sont moins graves, mais il y a plein de gens, là, Pierre Lavoie qui est un ami qu'on connaît tous. Pierre Lavoie a fait un peu de judo. J'ai gardé encore les façons de tomber que j'avais appris en judo. Ils ne se sont pas perdus. Fait que pour quelqu'un qui fait du vélo de montagne, savoir tomber, c'est chouette, là, c'est important. Ça évite une fracture de clavicule, fracture des côtes. Donc, savoir tomber, c'est bon pour tous. C'est juste que les conséquences pour les aînés qui sont plus grandes. Puis si on pense de façon strictement monétaire, ce qu'on fait pas, mais un aîné qui passe une année dans un CHSLD, c'est beaucoup plus cher pour la société que si on avait une petite aide du gouvernement pour payer ces cours-là. On appelle ça de la prévention. Le programme de prévention et de contrôle des chutes n'est pas qu'une simple activité, c'est un besoin. Restez à l'affût pour les informations des prochaines cohortes. À bientôt! C'est sous le thème « S'enrichir collectivement » que se déroule actuellement le mois de l'économie sociale partout au Québec, y compris dans la MRC de Thérèse de Blainville. J'en discute avec Amélie Girard, directrice générale de l'organisme Économie sociale Laurentide, et Lynne Beauvillier, conseillère principale en développement économique à la MRC. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Madame Girard, je vais vous demander d'abord de nous dire ce que ça contient, ce thème-là, s'enrichir collectivement, et comment cette campagne-là va se déployer sur le territoire. En fait, c'est vraiment, s'enrichir collectivement, c'est vraiment la campagne qu'on a co-créée avec la MRC Thérèse de Blainville pour permettre de faire rayonner davantage les entreprises d'économie sociale du territoire. On a fait une longue démarche, en fait, d'une durée d'1 an, où l'idée, c'était de mieux connaître les enjeux qui vivaient, les outiller en fonction des enjeux au niveau de l'employabilité, puis surtout les faire rayonner, les positionner comme une marque employeur de choix, faire en sorte qu'une carrière en économie sociale, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. Ça permet en fait pour nous de positionner les entreprises d'économie sociale comme employeurs pour la relève, entre autres, mais aussi pour créer un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance aux employés, aux gens qui y travaillent, et faire en sorte qu'eux-mêmes se reconnaissent dans ce modèle-là. Voilà. Madame Beauvillier, des entreprises d'économie sociale, il y en a 75 dans la MRC de Thérèse de Blainville. Quel est le lien que vous entretenez avec elle?
En fait, on essaie de développer un sentiment d'appartenance, premièrement, au modèle d'affaires en économie sociale. C'est des entreprises qui sont de divers secteurs d'activité. On parle environnement, on parle culture, on parle finance. Et c'est vraiment de développer un réseau ensemble pour pouvoir mieux travailler ensemble, mieux les accompagner à ce que les entreprises prennent leur place. Parce que l'économie d'économie sociale n'est pas une économie qui est en dehors de l'écosystème d'affaires et on veut les implanter dans un réseau d'affaires et qui ne se sentent pas exclus parce que c'est pas un modèle excluant. Il faut qu'ils soient dans le réseau d'affaires. Oui. Alors, depuis 3 ans, on travaille avec le pôle d'économie sociale justement pour leur donner leur place. OK. Parmi ces 75 entreprises-là, il y en a 5 qui sont des entreprises ambassadeurs ou ambassadrices du mois de l'économie sociale, incluant TVBL, dont la contribution était de tourner des capsules qui seront incluses dans la campagne du mois de novembre. Présentez-nous le concept. Ça a pris 1 an de trouver le concept et comment valoriser la marque employeur sur un territoire qui a 5500 entreprises. Ouais. C'est quand même gros, la vitalité économique sur notre territoire. Alors, on a travaillé avec l'agence Bras Gauche. Ça a pris du temps de trouver vraiment ce qu'on recherchait, mais on a choisi ces entreprises-là soit parce qu'ils ont un bassin de main-d'œuvre, soit qu'ils ont une mission et ils ont une reconnaissance. Et en même temps, ça fait partie d'à travers les 80 entreprises, parce qu'on n'a pas juste 77, c'est 80 et plus. Mais ces entreprises-là, ça fait des années qu'ils sont sur le territoire. C'est un modèle que la collectivité connaît, les partenaires connaissent. Alors, on s'est dit, quoi de mieux de mettre en valeur ces entreprises-là? On aurait pu prendre d'autres. On commence avec eux. Ça va se poursuivre. Oui. Madame Girard, est-ce que ça demeure encore un modèle méconnu, là, le modèle de l'entreprise d'économie sociale? Bien, je pense que c'est peut-être le terme économie sociale qui est méconnu, mais comme Lynn le mentionne, ça reste des entreprises que nous, on a choisies qui rayonnent déjà dans leur milieu, qui sont déjà reconnues. Peut-être qu'elles sont moins connues comme entreprises collectives, c'est aussi un synonyme qu'on utilise. Je pense que, évidemment, c'est continu, hein, l'éducation qu'on doit faire puis la sensibilisation à ce modèle-là. Je crois qu'on a fait du chemin depuis quand même les 10 dernières années. Il y a encore du chemin à faire, assurément. Ça fait partie de notre mandat aussi. Mais quand on donne des clés aux gens, aux citoyens, à la population, qu'ils comprennent, bien, ils adhèrent automatiquement au modèle, en fait. Parce que c'est un modèle qui se veut de prise en charge collective. Donc, à cette époque de post-élection qu'on a connue, on voit que le taux de vote est pas très, très grand, mais c'est un autre moyen de pouvoir démocratiser aussi l'économie par l'économie sociale. Voilà. Et est-ce que la cohabitation entre les entreprises d'économie sociale et les entreprises privées ou de modèles plus traditionnels se fait de façon harmonieuse? Ben, en fait, oui et non, au sens où ça dépend des projets, des démarches, des approches. Mais ce qu'on veut, c'est pas que ça soit en compétition non plus. C'est pas ça le message du tout. C'est que c'est un autre modèle de développement économique au service des besoins du territoire. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est peut-être des partenariats même entre le privé et l'économie sociale, de voir comment on peut travailler ensemble parce qu'il y a des valeurs communes de développer son territoire. Donc, c'est quelque chose sur lequel on veut aussi pousser un peu plus. Il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait dire. Moi, je veux juste souligner en terminant qu'on dénombre 470 entreprises d'économie sociale dans les Laurentides qui emploient 7460 personnes et qui génèrent des revenus de 877 millions de dollars. C'est très impressionnant. Lynn Beauvillier, Amélie Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Il y a eu de nombreux délais, on le sait, mais là, l'antenne de montagne du REM qui va relier les Basses-Laurentides à Montréal devrait ouvrir dans moins de 2 semaines. Oui, tout à fait. La date officielle, c'est le 17 novembre. Alors, ça va changer la vie ou du moins les habitudes de déplacement de beaucoup de personnes dans les environs de Deux-Montagnes qui attendent cette ligne depuis des années. Pour certains commerces dans les environs de la station, cette ouverture change la donne. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Ça fait 6 mois qu'on est ouvert. Puis, dans le fond, le café est né d'une envie de rapprocher les gens dans le quartier, créer une communauté aussi. Puis, tu sais, je voyais aussi une belle opportunité en lien avec le REM, avec l'arrivée du REM, d'avoir ce genre de service-là à peu près 500 mètres à pied de la station. Fait que j'ai saisi l'opportunité, puis on a réussi, je dirais, dans les 6 derniers mois, à avoir un beau succès, vraiment. Donc, on est très heureux de comment ça va en ce moment. On espère que ça ira encore mieux avec l'arrivée du REM. Ça fait 13 ans qu'on est là. On a ouvert en 2013 à Deux-Montagnes.
On est une école qui donne des cours privés de piano, guitare, chant, flûte, batterie, violon, saxophone, clarinette, une tonne d'instruments. On a doublé notre superficie en 2020 quand la COVID est arrivée, quand le train a arrêté. Donc, ça a été une période difficile qu'on a traversée, mais c'est ça, on l'a traversée, on est encore là aujourd'hui. On est un des rares commerces sur le chemin d'Oka qui fonctionne depuis si longtemps. Je dirais que le RIM, en tant que tel, les gens sont enthousiastes. Ils ont hâte de pouvoir aller à Montréal rapidement. Ce qu'on entend, c'est que on a hâte de pouvoir prendre le RIM pour aller au centre-ville. On a hâte de pouvoir prendre le RIM pour aller à l'aéroport éventuellement. Donc ça, c'est un discours qui est très, très, très positif pour ça. Je dirais que le discours qui est un peu plus négatif par rapport à l'arrivée du REM, c'est que dans l'engagement qui venait avec le REM, c'est qu'il faut qu'il y ait une densification qui soit faite à Deux-Montagnes. Il y a beaucoup de condos qui se construisent. Puis dans des petits quartiers, dans des quartiers aussi des maisons anciennes. Donc ça crée une espèce de disparité un peu dans le paysage, mais c'est un mal qui est un peu nécessaire en même temps, mais je pense qu'il y a des gens qui sont tristes de voir le Deux-Montagnes qui a existé pendant si longtemps s'effacer un peu et se moderniser autant. C'est sûr qu'au point de vue de l'entreprise, pour moi, s'il y a une densification, ça veut dire plus de voisins. Plus de voisins autour du quartier, c'est plus de gens qui viennent au café, c'est certain. C'est aussi une clientèle qui est un peu différente, qui est un peu gentrifiée, on dirait. Les gens qui vont venir acheter des condos qui ont des tendances qui sont un peu plus d'habitude montréalaises aussi, d'avoir une vie de quartier, de vivre autour de leur maison, de prendre le REM justement, de marcher, d'avoir moins d'auto. Donc, cette clientèle-là, au niveau du café, c'est quand même intéressant parce qu'ils vont peut-être rechercher à recréer leurs mêmes habitudes qu'il y avait quand ils étaient à Montréal. Donc, pour nous, au café, c'est vu d'une bonne chose. Mais je peux comprendre en tant qu'habitante de Deux-Montagnes que ça change notre paysage puis que des fois, ça soit un petit peu difficile à accepter. Nous, c'est sûr que le plus grand impact, ça a été la fermeture du train. Quand le train a fermé, moi, j'avais des professeurs qui venaient de Montréal. C'est souvent des étudiants à l'université. Ils habitent au centre-ville de Montréal, ils n'ont pas de voiture. Avec le train, c'était 30-35 minutes de train, 10 minutes de marche, ils étaient ici. Donc, quand le train a arrêté, moi, j'ai perdu complètement ces professeurs-là. C'était juste pas viable de faire le trajet autrement jusqu'à ici. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu aussi les fermetures de rue. Le chemin d'Oka a été fermé pendant un bon 7-8 mois. Puis il n'y a pas 1000 moyens de se rendre non plus. Ça a été difficile d'accès. Puis ça a été des super longs détours, des gens mélangés tout le temps, fâchés de ne pas pouvoir se rendre. On espère que ça va être des retombées qui vont être positives, mais en même temps, des fois, ça peut être... On a la petite peur de se dire est-ce qu'on va être capable de répondre à cette demande-là aussi. Parce que Deux-Montagnes, c'est quand même une petite ville. Le REM, ça va amener quand même un bon achalandage. Du moins, je l'espère. J'espère que ce service-là va être très, très populaire. Puis ici, au café, depuis les 6 derniers mois, on n'a pas connu le REM. On a un achalandage régulier de gens du quartier, de gens qui travaillent autour. On a réussi à bâtir une belle communauté. On espère pouvoir continuer à les servir aussi bien qu'on le fait depuis 6 mois et répondre en même temps à la demande du REM. Ça a quand même fait qu'on s'est préparé à certaines choses. On a fait certains investissements qui permettent d'augmenter notre rapidité de service. On a acheté un four qui est plus rapide, donc qui cuit les sandwichs en 50 secondes au lieu d'être en 6 minutes. Fait que ça, le but, c'était vraiment de pouvoir répondre aussi à une clientèle qui est différente avec le REM parce que les gens qui prennent le REM, ils s'en vont travailler, ils sont pressés. Donc, on veut leur offrir des options qui sont quand même rapides au niveau du service. Puis, c'est pour ça qu'on a fait ces investissements-là aussi. Moi, j'ai l'intention de profiter du REM. Je suis une grande sorteuse, donc c'est sûr que ça va me faire plaisir de pouvoir embarquer dans le wagon et me rendre jusqu'à Montréal. Je trouve ça vraiment que c'est une belle option. Et j'ai une petite famille, donc je trouve que c'est quand même intéressant aussi parce que dans plusieurs années, mes enfants vont aller aux études peut-être supérieures et pourront aller prendre le REM puis pouvoir aller à Montréal, comme moi, je l'ai pris quand j'étais aux études avec le train de banlieue. Moi, je vais y croire quand je vais le voir parce que ça a tellement été reporté. C'est sûr qu'on l'attend, puis j'ai hâte de pouvoir annoncer qu'on est accessible à des professeurs qui sont loin, là, c'est sûr. J'ai un prof de batterie qui vient de Montréal en ce moment, ça lui prend 1h40 en voiture se rendre. J'ai hâte pour lui d'avoir une alternative, dans le fond. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude.
Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'émission Fripez-vous, nouvelle émission de TVBL, suit à l'instant. Je vous invite à consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et à regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.